Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans le parcours du Bitcoin. Donc vous êtes toujours dans cette formation débutant pour vraiment tout comprendre de Bitcoin. Nous sommes dans le chapitre 2 sur les portefeuilles et leçon 2 sur quel niveau de sécurité choisir. Ça commence à faire des titres à rallonge. Donc cette vidéo est super importante parce qu'elle va être la base et les fondations en fait pour mieux comprendre comment vous allez interagir avec Bitcoin. Parce qu'on est tous un peu différents et donc on n'a pas besoin de la même sécurité. Dans le sens où il y a des questions de base que je vais vous poser à l'instant et que vous devez essayer de répondre. Question numéro 1, à qui appartient l'argent? Il y a une énorme différence si vous êtes le seul propriétaire de cet argent et donc c'est vous qui êtes en possession de l'unique clé privée qui permet de débloquer l'argent ou si finalement c'est l'argent de votre famille, l'argent de votre société, l'argent d'actionnaires, l'argent de clients. Et dans ce cas, forcément, vous comprenez bien qu'il y a des systèmes de sécurité qui doivent être adaptés pour les entreprises. De la même façon, quelle quantité voulez-vous sécuriser? Il y a une énorme différence entre sécuriser simplement 30 €, 500, 30 000, 1 million, 4 milliards. Tout est possible dans Bitcoin, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ça demande un petit peu d'entraînement, d'adaptation et de créer les outils et les mécanismes pour votre situation. Enfin, la dernière grande question, ce sera les cas d'usage. Finalement, est-ce que c'est de l'argent qui va être dormant et donc vous ne devez pas forcément avoir accès à cet argent immédiatement? Par exemple, la clé privée, donc la clé de sécurité qui permet de débloquer l'argent est dans un coffre-fort en Suisse pour des gros montants. Donc vous allez simplement l'utiliser une fois par an, une fois tous les 2 ans. Un système de sécurité très poussé pour les gens fortunés, peut-être pour leur retraite, etc. Comparé à un portefeuille mobile où littéralement d'un bouton dans votre poche, vous pouvez débloquer l'argent. C'est peut-être pas malin de mettre 1 million dans votre poche. Par contre, c'est peut-être malin de mettre 14 millions dans un coffre en Suisse. Bref, vous comprenez l'idée. Ce que je veux dire, c'est que ça va s'adapter à vous. Donc, je vous ai fait des petits tableaux, je vous ai fait énormément de vidéos sur la chaîne par rapport à la sécurité. Donc, c'en est encore une autre pour tous les abonnés. Vous savez que j'adore parler de sécurité. Mais pour nous, c'est super important pour cette formation. Grosso modo, il n'y a pas de solution miracle. Et ça va devoir être adapté. Par contre, je pense qu'il y a quand même des sortes de standards à respecter qui ne sont pas trop cons. Et les standards, c'est là, c'est par niveau. Et les niveaux, je vais vous les expliquer de façon plutôt simple. Le niveau 1, c'est vraiment une clé privée qui débloque l'argent. Donc, comme on l'a vu, un portefeuille clé privée, clé publique, là, c'est une liste de 24 mots, une seule signature qui permet de débloquer tout le pactole. Donc, c'est votre appareil hardware physique, donc il y a une clé USB, c'est votre application de téléphone, c'est un logiciel, ça débloque l'argent. C'est pratique si vous devez avoir rapidement accès à vos fonds. C'est facile s'il n'y a pas grand-chose à sécuriser. Il n'y a pas de, je ne fais pas de grand-chose, la valeur est subjective évidemment. Mais dans l'idée où voilà, c'est quelque chose où si vous perdez 5 000, ce n'est pas la fin du monde en règle générale, comparé à si vous perdez 100 000. Donc, on peut tolérer que l'argent est débloquable avec une seule clé. Le niveau de sécurité numéro 2, quand on commence à avoir un petit peu plus d'argent, ou alors il faut diviser ou répondre à des besoins différents, par exemple des voleurs, par exemple une perte des clés, etc., c'est l'utilisation d'une passphrase. La passphrase, grosso modo, c'est un mot de passe supplémentaire à la liste de 24 mots, donc la clé privée. L'idée est très simple, il vous faut la clé privée plus un mot de passe pour débloquer l'argent. Clé privée, mot de passe égale argent. Ça marche bien ce système, par contre attention, si vous perdez le mot de passe, vous perdez l'argent. Alors qu'en haut, c'était simplement un niveau. Donc il y a des gens qui ne sont simplement pas capables, et j'en ai déjà connu dans ma vie, vous inquiétez pas, c'est pas contre vous, d'avoir un système aussi complexe. Parce qu'ils vont perdre leur mot de passe, parce qu'ils vont l'oublier, parce que finalement, un jour ou un autre, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus accès à l'argent. Donc si vous n'êtes pas capable d'avoir des systèmes aussi poussés, il faut mieux rester sur des systèmes plus simples. Finalement, le troisième niveau de sécurité, qu'on aborde assez régulièrement un peu partout dans mes cours, c'est le multisig, multi-signature. Le principe est très simple. Au lieu d'avoir un portefeuille avec une clé privée qui débloque l'argent, vous allez prendre 3 clés privées et ensemble créer un nouveau portefeuille avec l'argent dedans. Pour débloquer l'argent, vous aurez besoin donc de plusieurs signatures. C'est comme un coffre commun en fait, tout simplement. Et du coup, par exemple, pour notre cas ici, ce serait un 3 sur 3. Donc il faudrait 3 signatures, donc 3 clés privées différentes pour débloquer l'argent. Dans l'idée, par exemple, vous avez votre argent pour votre retraite et pour la dépenser, vous devez prendre votre application mobile et signer une transaction,
puis aller au coffre de la banque, récupérer une clé USB qui va permettre de signer une deuxième transaction, et finalement, vous rendre dans votre maison de campagne pour avoir une troisième clé qui permet de signer la troisième transaction. Une fois que ces trois conditions sont réunies, l'argent peut bouger. Vous comprenez bien que c'est un système compliqué, que ça doit être mis en place, ça doit être étudié, ça permet de mitiger certains risques comme les voleurs, les hacks, etc. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Une société devra utiliser du multisig parce que tu ne veux pas que, enfin vous ne voulez pas, d'ailleurs je ne sais même pas si je vous tuto ou vous voyez depuis le début de la formation, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Bref, grosso modo, vous n'allez pas laisser toute la cagnotte à un associé si c'est pas censé être comme ça dans la structure de la société. Donc vous le comprenez bien, vous êtes trois associés, vous ne voulez pas qu'il y en ait un qui se barre avec la thune, vous créerez un système de multisignature avec chaque associé a une clé pour que si jamais un jour vous débloquez l'argent, les associés doivent être d'accord. Évidemment, il y a énormément de variables. Je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai fait sur les multisig ainsi que la page thématique du site internet Découvre Bitcoin sur les multisig parce que clairement, c'est un sujet quand même assez poussé. Il y a également une vidéo sur comment sécuriser 1 million d'euros si besoin sur la chaîne. Donc, ce petit tableau que vous voyez ici, finalement, ça vous met un petit peu une idée, une ordre de grandeur de quel portefeuille va vous valoir pour vous. Donc, si vous êtes très sécurisé et que c'est très complexe, pour par exemple les sociétés corpo, vous allez faire des solutions sur mesure. Et là, on parle vraiment des banques et on parle vraiment des gros fonds, enfin des gens qui ont vraiment beaucoup de thunes. Pour les gens qui ont un petit peu moins de thunes, mais qui veulent quand même faire attention, donc des gens très fortunés, la meilleure solution à mes yeux, ça reste Casa 3 sur 5. Donc Casa, c'est une société qui va vous aider à mettre en place ce genre de sécurité. Ça peut être un multisignature avec les clés gravées dans l'acier. Pour la gravure dans l'acier, on va le voir à la fin de ce chapitre, dans comment passer l'épreuve du temps. Et dans ce cas, ce sera un multisig fait pour vous. Si besoin, il y a tous les tutoriels dispo sur la chaîne. Et il y a également la possibilité d'avoir de l'accompagnement privé pour ce genre de cas d'usage, vu que c'est quand même très poussé, surtout pour les sociétés. Ensuite, si on est 99% des gens, j'aurais peut-être dû commencer par là, 99% des gens, vous allez utiliser réalistiquement un hardware wallet, un portefeuille froid physique, un peu comme un style clé USB. Dans ce cas, dans l'industrie, les plus gros, c'est Trésor, Coldcard, Ledger, Bitbox O2. Voilà, ça c'est les 4, il y a des tutoriels. Vous choisissez lequel vous préférez, il y a des vidéos un petit peu pour les différencier, ce ne sera pas le thème de cette formation, c'est à vous de choisir. Mais grosso modo, c'est l'étape niveau numéro 1 et niveau numéro 2. Parce que ce genre d'appareil peut permettre de rajouter une passphrase. Donc, ça coûte 60 € comme appareil. Ça permet de sécuriser jusqu'à 50 000 €. C'est très sécurisé, c'est incraquable, c'est pas connecté à Internet. C'est la solution que vous devriez tous pratiquement avoir en règle générale. Finalement, ensuite, on passe vers des choses moins sécurisées et beaucoup moins complexes, comme un portefeuille mobile, une application sur votre téléphone. Dans ce cas, les grands noms que je dis tout le temps, c'est Blue Wallet, Samurai, Green Wallet. Vous aurez les liens dans la description, ce sera également écrit probablement à droite de moi. Ce genre d'appareil, ça prend 3 minutes à être mis en place sur votre téléphone. C'est assez sécurisé pour recevoir de 0 à 500 voire 1000 €. Et comme ça, vous pouvez tout de suite l'essayer vu que c'est gratuit. Ça reste très sécurisé, mais voilà, c'est toujours des trade-offs, donc c'est peut-être pas adapté pour une épargne ou un placement long terme d'investissement, tout simplement. Finalement, ce que je déconseille, ce sont les portefeuilles que vous aurez téléchargés directement sur votre ordinateur. Ce sont également les services custodiales, mais on va en parler juste après, et un petit peu les portefeuilles papier. Donc, comprenez bien qu'il y a énormément de types de portefeuilles. Je pourrais même vous parler donc des OpenDime qui sont littéralement des clés USB à usage unique, un peu comme des billets de banque Bitcoin, dans le sens où vous branchez la clé USB, vous chargez cette clé USB de autant d'argent que vous voulez, et après c'est une clé USB qui contient l'argent. Pas de backup, pas de sécurité, pas de safety net. Si jamais vous perdez la clé USB, vous perdez l'argent. Par contre, si vous donnez la clé USB, vous donnez l'argent. Donc c'est un petit peu comme recréer des billets ou du cash via Bitcoin. Vous voyez, il y a plein de solutions, c'est pour ça que c'est assez complexe comme sujet. Il y a beaucoup de vidéos et de ressources disponibles dans la description pour vous. J'ai envie de vous parler maintenant du custodial. Parce que je vous ai peut-être fait peur avec des systèmes de sécurité complexes, avec 24 mots à écrire, puis après il faut les sécuriser, il ne faut pas les perdre, et si jamais on les perd, on perd l'argent. Finalement, vous voulez peut-être un système plus traditionnel, un système comme à la banque. Vous déposez l'argent chez un tiers de confiance, et cette personne s'occupe de sécuriser les bitcoins pour vous. On appelle ça le custodial
ou du moins j'appelle ça le custodial, même si c'est en anglais. En français, j'ai dû le traduire en risque de sous-traiter la conservation. Custodial. Je suis désolé, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont énervés par mes franglais, mais malheureusement, je fais tout en 3 langues et à un moment, il y a des barrières possibles, enfin, il y a des barrières que je ne peux pas franchir. Le problème du custodial, en fait, c'est que vous confiez l'argent à un tiers. Et il y a énormément de problèmes là-dessus. Le premier problème, c'est que finalement, vous n'utilisez plus le Bitcoin. En fait, ce que vous avez fait, c'est que vous utilisez le système traditionnel bancaire. Donc, vous n'utilisez pas les avantages qu'offre Bitcoin, à savoir être souverain de son argent, être le propriétaire de son épargne, ne plus avoir une banque pour demander l'autorisation de faire une transaction, ne plus être dépendant de quelqu'un. Ce que permet tous les portefeuilles que j'ai expliqués avant et depuis le cours juste avant, c'est que Bitcoin, en fait, vous êtes autonome, vous êtes souverain de votre argent. C'est votre argent, votre poche, c'est du cash sous le matelas. Voilà, alors on le sécurise un peu mieux que du cash sous le matelas, vous inquiétez pas. Mais dans l'idée, c'est vous qui décidez. Si vous passez par un système de custodial, finalement, vous donnez votre argent à quelqu'un et vous lui dites « gère mon argent pour moi ». Donc déjà, fondamentalement, ça ne marche pas avec Bitcoin et cette vision de liberté financière. Mais après, je peux comprendre que vous ayez envie. Le deuxième souci, c'est que du coup, il y a de forts risques qu'un jour ou un autre, cette plateforme se fasse hacker, cette banque ou ce système de sécurité fasse faillite, qu'on vous hack votre identité, dans le sens où on vous vole votre compte, on vous vole votre pièce d'identité, on se fait passer pour vous pour débloquer l'argent. Ce genre de hack est possible. Donc quand je vous ai dit au chapitre d'avant que Bitcoin ne peut pas être hacké, c'est le portefeuille qui ne peut pas être hacké. L'erreur vient souvent de l'être humain, pas du logiciel qu'ils utilisent. Donc là, par exemple, le hack se ferait parce que quelqu'un se fait passer pour vous et l'organisme qui tient votre argent donne l'argent au hacker. Donc finalement, c'est une sorte de hack social, ce qu'on appelle, et non pas un hack brut. On n'a pas cassé le portefeuille, on a cassé en fait votre système. De la même façon, quand on hack votre appareil, votre ordinateur, finalement, c'est l'ordinateur qui a été hacké, pas votre portefeuille. D'où l'intérêt d'utiliser un portefeuille froid, non connecté à Internet, en mode clé USB, comme je l'ai expliqué, les trésors et les ledgers. Bref, le custodial a un autre risque qui est un peu plus compliqué à expliquer dans une vidéo aussi rapide que celle-ci, c'est le risque de recréer le système financier actuel. À savoir un système où finalement l'or, donc pour nous les bitcoins, sont détenus par des organismes, des institutions financières et bancaires, et du coup ils ont mainmise sur le protocole, mainmise sur l'épargne de tout le monde, et donc peuvent se permettre de recréer plus d'argent qu'ils détiennent dans les coffres. À savoir, ils vous disent avoir des bitcoins pour vous, ils vous disent détenir vos bitcoins, mais la réalité c'est qu'ils n'en ont pas. La réalité c'est qu'ils ont des faux bitcoins dans leur compte, la réalité c'est qu'ils ont prêté plus de bitcoins qu'ils détiennent dans les coffres. C'est un risque systémique pour Bitcoin et c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter en tant que Bitcoiner parce qu'on ne veut pas recréer les erreurs du passé, à savoir reconfier l'argent à des tiers de confiance. Finalement, le dernier point, comme vous l'avez compris, c'est que si vous voulez dépenser votre argent, vous n'aurez aucune vie privée parce que tout sera tracé par ce tiers de confiance. Vous n'aurez aucune vous n'aurez aucune sécurité face à la censure parce que finalement, l'organisme peut censurer votre transaction, peut interdire le retrait, peut vous empêcher d'avoir accès à votre argent et vous serez régulé comme tous les acteurs du marché. Donc en fait, c'est l'opposé même de Bitcoin. C'est pour ça que vous noterez que je suis plutôt contre cette idée et que très souvent, je vais vous dire que le custodial est une fausse bonne idée, même si c'est la facilité. C'est pas compliqué de prendre le contrôle de ses clés, c'est pas compliqué d'être propriétaire de son argent. Il y a énormément de risques cachés à prêter son argent. Je pense que tout le monde devrait avoir une grande majorité de ses bitcoins en self-custodial. Après, c'est mon point de vue, on peut en débattre, on en débat assez souvent avec des viewers ou dans plein de vidéos. Une chose importante que j'essaie de montrer avec ce dessin, c'est qu'à la porte de la citadelle, c'est-à-dire le jour où il faudra vraiment utiliser Bitcoin parce que le système financier est un petit peu à la ramasse, parce qu'il y a plein de raisons, seules les personnes qui détiennent leurs clés privées, donc les personnes qui sont propriétaires de leur Bitcoin, finalement auront leur Bitcoin. Le jour où le système s'écroule, vous n'allez pas demander à votre banque vos Bitcoins. Ce sera trop tard. C'est en se préparant et en ayant ses propres Bitcoins chez soi, bon, peut-être pas littéralement chez soi pour les cambrioleurs, mais littéralement en sa possession, qu'on est souverain et qu'on est vraiment en train d'utiliser Bitcoin. Donc comprenez bien ça. Si jamais vous
voulez utiliser Bitcoin, vous devez avoir une clé privée. Vous devez pouvoir signer les Bitcoins. Vous devez pouvoir garantir que c'est vos Bitcoins à vous et pas les Bitcoins de quelqu'un d'autre. Pas votre clé, pas vos Bitcoins. C'est quelque chose qu'on dit très souvent et que je répéterai très souvent au fur et à mesure de toutes les vidéos si vous suivez et vous continuez à me suivre. Voilà. Je pense que c'est un bon récap du niveau de sécurité. Encore une fois, il s'adapte. On commence toujours avec un portefeuille mobile pour les dépenses de tous les jours et les petits montants parce que c'est gratuit, c'est rapide, c'est dans la poche. Samurai, Green Wallet, Blue Wallet. Ensuite, on va passer vers un portefeuille physique froid comme un Ledger, un Trésor, un Cold Card, un Big Box O2 qui va permettre de sécuriser entre 1000 et 50 000 euros avec un passphrase si besoin. C'est ça qui est accessible pour la grande majorité des gens. C'est facile, vous pourrez avoir vos backups, ça ne peut pas être hacké, c'est la solution un petit peu facile, optimale, clairement. Et ensuite, si vous êtes une entreprise, si vous avez plus d'argent, vous devez passer sur un système de multi-signature. Et enfin, si vous êtes vraiment quelqu'un de beaucoup plus gros, il y a des solutions adaptées pour vous, les fonds de vos utilisateurs et vos clients. Voilà, encore une fois, ça s'adapte. Évitez le custodial et on va voir tout de suite dans le chapitre suivant comment littéralement, de façon théorique cette fois, de façon pratique cette fois, créer votre portefeuille. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, ce sera un petit peu plus clair. Encore une fois, l'idéal c'est d'enchaîner un petit peu ces leçons. C'est pour ça qu'ils sont sur le Teachable d'un coup, le site internet d'un coup et sur YouTube une semaine d'écart parce que comme ça vous pouvez aller plus vite et tout de suite suivre la formation. En tout cas, ça me semble bon de mon côté pour cette vidéo. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup à vous de suivre cette formation et de me faire confiance pour vous expliquer la base et les fondamentaux par rapport à Bitcoin. Merci au Patreon, merci de liker et partager si vous êtes sur les réseaux. Si vous connaissez un ami qui a envie de se lancer mais qui a peur, qui ne comprend pas la sécurité, ou pire, un ami qui a encore toute sa thune sur une plateforme d'échange ou qui les sécurise mal, n'hésitez pas à l'envoyer vers cette vidéo ou vers la page sécurité sur le site internet découvrebitcoin.com et .fr. Voilà, je vous vois tout de suite pour le chapitre suivant, comment mettre en place votre portefeuille et à tout de suite. Salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!